Il est 9h10, place maintenant au débat du jour. Louis Dauphren, que faites-vous de beau ce week-end ? Eh bien écoutez, on va pour la Pentecôte déjà célébrer ce grand moment de la Pentecôte. Vous savez, vous avez une étincelle, une flamme qui vous arrive sur la tête et qui normalement change votre vie. On a de la lumière à tous les étages. Exactement, la lumière à tous les étages. Bon, qu'est-ce qu'il faut que j'ajoute ? Mais est-ce que vous voulez que c'est le début du débat du jour et que moi je vous exactement que je vous donne 6h30 demain matin 6h30 pour la dernière matinale de la semaine en quelque sorte. Eh oui. Merci Pierre-Hugues. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. J'avais bien saisi la question de Pierre-Hugues, évidemment, la Pentecôte, c'est aussi le pèlerinage de Chartres dont on va parler qui, aujourd'hui, pour sa 43e édition, retient particulièrement l'attention puisqu'il y a une sorte de passe d'armes ou d'échange entre l'évêque de Chartres et les organisateurs de Notre-Dame de Chrétienté. Le pape Léon XIV a-t-il l'intention de réparer les fractures attribuées au pape François? C'est une question aussi que l'on se posera puisqu'on suit les premiers pas, les premiers gestes, et il y en a déjà beaucoup, du nouveau pape. La rencontre Emmanuel Macron-Giorgia Meloni à Rome, il y avait des tensions à dissiper. Est-ce que cela s'est réalisé? Quels enseignements tirer de cette entrevue? Ça fait aussi partie des sujets de ce matin. Avec Marie Darmagnac, journaliste. Bonjour Marie. Bonjour Louis. Bonjour et à tous. Henrik Lindel, journaliste à l'hebdomadaire La Vie. Bonjour Henrik. Bonjour. Et donc, quelques 20 000 pèlerins, pour la plupart des adolescents, vont participer au 43e pèlerinage de Chartres, traditionnellement organisé à la Pentecôte par l'association Notre-Dame de Chrétienté, un pèlerinage dont on sait l'attachement qu'il manifeste à la liturgie tridentine. Celle en vigueur avant la réforme liturgique de 69. Cette année, l'évêque de Chartres, Monseigneur Philippe Christori, a demandé aux organisateurs d'autoriser les prêtres qui le souhaitent à célébrer leur messe privée selon le rite actuel. Et cette demande n'a pas reçu, à ma connaissance, l'approbation des organisateurs de Notre-Dame de Chrétienté. L'évêque de Chartres fait valoir que c'est lui, selon le magistère, qui est le seul en capacité de décider quelle liturgie peut être utilisée sur le territoire de son diocèse. La chose s'appliquant évidemment aux autres diocèses concernés tout au long des 100 km séparant la cathédrale de Chartres de sa sœur parisienne. Est-ce qu'on peut refaire le fil de cette histoire et savoir quels sont les éléments d'analyse à nous faire partager? Henrik Lindel, Marie Darmagnac. Marie. Alors, moi, j'avoue que je suis un peu étonnée, je vais vous dire, très clairement étonnée par cette demande. Donc, c'est un pèlerinage qui existe depuis les années 80, c'est à peu près 40 ans, je crois. 43e édition. Oui, voilà, c'est ça. Et dont le caractère propre et comment dire, l'intention de départ, c'est de marcher donc vers Chartres sur les traces de Peggy, bien sûr, et de tous ces pèlerins, et avec comme liturgie, mais aussi effectivement, c'est pas que la liturgie. Là, c'est le point de crispation, mais c'est quand même bien autre chose. Il y a des méditations, il y a tout un enseignement, et donc qui se fait, et c'est l'intention de départ. Avec la messe selon la liturgie dite de Saint Pie V, ou forme extraordinaire, pour reprendre la terminologie de Benoît XVI. Alors, c'est un pèlerinage qui a été quand même pendant des années assez, comment dire, au moins sur le plan médiatique, ghettoisé. On en a toujours peu parlé. Moi, je me souviens, il fallait chercher sur France 3 Eure-et-Loire 2 minutes pour qu'on en parle. Et puis là, depuis quelques années, on en parle beaucoup plus. Alors, je vais quand même vous donner quelques chiffres qui sont importants dans la mesure où ça participe vraiment au débat. Donc cette année, il y a 19 000 pèlerins sur les routes, et il y en a qui ont été dont l'inscription a été refusée faute de place très vite. Ça, c'était quand même du jamais vu. C'était déjà le cas l'année dernière. Il y a eu 2 vagues d'inscription et la première a été close très vite. C'était donc je pense qu'ils vont réorganiser. La moyenne d'âge est de 20 ans. Donc, ça dément déjà, honnêtement, cette idée assez répandue que cet attachement à la liturgie et à l'enseignement très classique de l'Église ne correspond que ceux qui sont enfin les baby-boomers, si je puis dire, les baby-boomers de l'Église. Moyenne d'âge de 20 ans, pas du tout seulement Île-de-France, absolument pas. 50% des pèlerins viennent de toutes les régions de France, et il y a 15% de pèlerins étrangers. Les chiffres de la progression, ça a doublé en 10 éditions, en 10 ans. Ça a commencé tout doucement dans les années 80, donc il y a 43 ans. Et ça a plus de 10 000 pèlerins en 10 éditions, 8% par an en moyenne sur 10 ans en accélération.
plus 13% par an sur les 3 dernières années et plus 17% en 2024. Ça coïncide aussi avec les catéchumènes qui sont plus nombreux, etc. Alors ça correspond, là on en vient au fruit de ce pèlerinage et de cet ensemble. Ça correspond effectivement aux catéchumènes, ça correspond de toute façon, il faut le dire aussi, à un mouvement dans l'Église, en tout cas l'Église de France, avec, on a vu au Frat 13 000 lycéens, ce qui est quand même un très beau chiffre. On voit le succès des pèlerinages à Lourdes, on voit, voilà, ce sont un peu les 3 grands pôles de pèlerinage en France aujourd'hui. Mais pourquoi ça coince là alors ? Pourquoi ? Attendez, j'ai pas fini. Ce pèlerinage, c'est aussi, on voit, si vous voulez, ce que je veux montrer par tous ces chiffres qui paraissent peut-être un peu secs, mais qui reflètent quand même une réalité, c'est qu'il y a une vitalité missionnaire et une réalité missionnaire de cette messe, de cet engagement, de cette marche, de ces méditations qui reprennent les textes des grands papes, des grands saints, etc. De ces rosaires médités, de cette souffrance, effectivement, quand même, parce que il faut y aller. Hein, faut marcher, oui. Il faut marcher. Voilà. C'est sélectif. Et donc, je pense que on a pris un peu le problème à l'envers. Alors, quand c'était un peu petit pèlerinage, etc., on le mettait à l'écart, on n'en parlait même pas, etc. Et maintenant qu'il y a un grand succès, si vous voulez, ce que je comprends pas, c'est qu'on demande à partir de ce succès qui effectivement attire des gens, c'est un pèlerinage qui attire des gens au-delà de la sphère traditionnelle de l'Église, traditionnaliste de l'Église. On vient dire de ce succès, alors maintenant qu'il y a du succès, il faut que vous vous ouvriez, sauf qu'en fait le succès, il est dû en très grande partie à cette attirance vers le mystère, le sacré de la liturgie. Donc il y a un moment, le serpent se mord la queue. Moi je trouve que c'est un dialogue de sourds, cette histoire. Vous estimez que l'institution veut récupérer le succès du pèlerinage, en fait, c'est un peu ça. Mais je ne sais pas s'il veut la médiatisation a contribué à alimenter la demande. Mais je pense qu'il ne l'a pas comprise, parce que quand on voit Monseigneur Historique, qui dans l'écho de Chartres, l'écho républicain, pardon, a dit il y a d'autres motivations que cette tradition pour faire le pèlerinage. Il y a la joie de marcher et de prier ensemble, ce qui est vrai. Le défi que cela représente de faire 105 km et la beauté des paysages, non. Quand on y va, et je sais que vous y êtes allé, parce que moi j'avais lu votre post que vous aviez, Henrik, Henrik Lendel, qui va répondre. Voilà, et dont j'avais apprécié l'intelligence et de situation et la très grande honnêteté. Mais ça c'est votre ADN de journaliste. On voit bien, si vous voulez, qu'il n'y a pas que ça. C'est pas la beauté des paysages. À ce moment-là, on va à Rocamadour, des pèlerinages, il y en a plein en France. Donc j'avoue, je ne comprends pas trop. Et ça fonctionne plutôt, les pèlerinages. Henrik Lindel, quel qu'il soit, comment réagissez-vous à la manière dont Marie d'Armagnac a posé le sujet ? Ah non, mais rien à dire par rapport à ce que vient de dire Marie. Merci d'ailleurs de ces quelques données que vous avez données qui sont extrêmement intéressantes. 19 000 personnes avec une moyenne d'âge de 20 ans. Oui. Et je pense que je pense que on pourrait avoir des chiffres beaucoup plus importants encore, parce que ça a été simplement suggéré là. Il y en aura dans les prochaines années. En fait. Que il faut marcher. Non, il faut marcher beaucoup. Il faut faire plus de 30 km par jour. Je ne sais pas si vous avez fait de la montagne. Je pense que vous l'avez fait, oui. Louis. Mais c'est très vous aussi, exigeant. Marie. C'est énorme en fait. C'est énorme. Et c'est assez excluant énorme. aussi, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes qui ne pourraient pas le faire. Et donc, ce que je veux dire par là, ramassage. ce que je veux dire, oui, mais certes, on peut faire des différents parcours. Tout est organisé pour que plein de les personnes enfants, puissent participer. etc. Mais si on veut vraiment marcher plus de 30 km par jour, parce que c'est ça le pèlerinage, et on comprend pourquoi la moyenne d'âge est seulement de 20 ans, puisqu'il faut être en forme. Et je veux dire par là, non, mais je veux dire, j'abonde dans votre sens. Je pense que ce pèlerinage attire effectivement énormément de gens, dont beaucoup ne sont pas nécessairement traditionnalistes. Moi, j'en ai rencontré beaucoup de jeunes, notamment, qui découvraient l'Église par ce biais-là, et parce qu'ils ont aussi été... ils sont entrés en contact avec des traditionnalistes dans leur paroisse, etc. Et je veux dire par là qu'il y a cet moment d'évangélisation très fort. Il y a énormément d'échanges qui se font entre des tradis et non tradis. Je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai entendu de mes propres oreilles. J'ai vu qu'il y a des échanges aussi dans les deux sens. C'est pas que
sûr. les personnes qui viennent du rite nouveau et qui sont bénéficiaires de ce que peuvent donner les traditionalistes. L'inverse existe aussi, parce que j'entends parfois que les traditionalistes sont un peu réfractaires aux échanges. Simplement, ils veulent pas qu'on vienne leur montrer que les autres peuvent avoir quelque chose à leur donner. Alors ça, c'est faux. Ça aussi, voilà. Ayant dit cela, il faut peut-être revenir sur cette demande précise de l'évêque de Chartres, de Monseigneur Christori, qui est évêque de Chartres, qui vient lui-même de la communauté de l'Emmanuel, mais qui, à ma connaissance, a aussi quand même une sensibilité, non pas traditionnaliste au bon sens du terme, mais qui est également très ouvert. Hein. Je pense qu'il reflète une demande qu'il a depuis plusieurs années. J'ai parlé à beaucoup de prêtres, notamment il y a 2 ans, qui voudraient pouvoir célébrer leur messe privée selon le rite nouveau. Cela leur a été refusé, ça continue à leur être refusé. Et du coup, je peux retourner un peu la question aux organisateurs, mais qu'est-ce que ça peut vous faire si ces prêtres-là, qui ne peuvent pas célébrer la messe selon le rite ancien, juste font ce qu'ils savent faire et ce pourquoi, enfin, je veux dire, suivent leurs habitudes et leurs rites à eux. Qu'est-ce que ça peut leur faire si c'est dans un cadre extrêmement restreint, peut-être même au milieu de la nuit, comme cela a été demandé? Est-ce qu'il n'y a pas trop de rigueur et je ne suis pas en train de dire qu'il y a trop d'importance accordée au rite ancien lors de ce pèlerinage, puisque c'est effectivement le caractère même. C'est une des raisons, c'est peut-être la raison principale. Oui, vous comprenez le caractère propre. Oui, bien sûr. La demande n'est pas de transformer les messes durant 3 jours en rite nouveau. Hein. C'est pas ça la demande. La demande concerne juste la possibilité éventuelle pour certains groupes limités, pour que justement les prêtres qui viennent certains groupes, qui viennent d'ailleurs, juste pour certains prêtres. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Marie d'Armagnac? Est-ce qu'on ne peut pas aussi leur demander à ces organisateurs de ce formidable succès qu'est le pèlerinage de Chartres, juste d'être un peu souple? C'est juste une question. Hein, Est-ce qu'il y a un excès de rigueur du côté de Notre-Dame de Chrétienté? Alors, pour vous, Marie d'Armagnac? je crois savoir, mais bon, c'est à confirmer, mais que si des prêtres en font la demande, il y a toute une organisation, on peut les emmener célébrer leur messe dans une chapelle. Ça avait été le cas pour le frère Paul Adrien. Voilà, c'est ça, mais il y en a eu d'autres, je pense. Il y a une deuxième chose, c'est qu'il y a déjà 430 prêtres quand même, et ceux qui s'inscrivent, si vous voulez, partagent cet amour de la liturgie ancienne. Ça, c'est clair. Donc, une chose. Une deuxième chose, je pense que si des prêtres qui ne le célèbrent pas habituellement veulent aller dans ce pèlerinage, je pense qu'à ce moment-là, ce serait intéressant même pour eux d'apprendre d'être coachés, si je puis dire, par une équipe liturgique et d'apprendre à la célébrer. C'est ça aussi comment dire, les échanges mutuels, pour revenir sur la jeunesse et pour dire que effectivement, pour ce que vous disiez, qu'il y a des, ce n'est pas les catholiques non traditionnels qui ont à apprendre, etc. C'est une espèce d'échange mutuel et fécond, comme c'est ce que voulait Benoît XVI. Moi, je connais plein de jeunes traditionnalistes qui sont allés au JMJ, où il n'y avait pas l'autorisation de célébrer la messe selon le rite ancien, par ailleurs. Mais donc ça se fait déjà, en fait. La génération qui vient, celle qui a 20 ans, il y a des traditionnalistes. Enfin, c'est une génération qui a besoin d'absolu, qui a besoin d'engagement, qui a besoin de beauté, en fait, qui a besoin ce besoin de transcendance dans un monde complètement fracassé se ressent encore plus dans une liturgie belle, rigoureuse, signifiante. Dans un monde qui a perdu du sens, pour eux, ça donne du sens. Donc là, vous semblez dire que l'autre liturgie n'est pas signifiante. Non, c'est pas du tout ce que je dis. Bah non, mais vous dites, elle est plus signifiante que... Non, je dis que c'est ce que ces jeunes-là, quand ils viennent là, c'est ce qu'ils cherchent. Voilà, je dis pas qu'ils le trouvent pas ailleurs. Qui suis-je pour le dire, n'est-ce pas? Je dis simplement que c'est ce qu'ils viennent vraiment chercher.
Moi, je sais pas. Je pense que vous êtes allé sur vous aussi. Voilà, j'ai vu des scènes quand même très très touchantes de jeunes de 20 ans expliquant à d'autres de leur âge, voilà ce qui se passe, etc. Tout est alors sur le plan pédagogique, Marie, tout est très bien fait. Quelle réponse peut faire Notre-Dame de Chrétienté, Monseigneur Christori, évêque de Chartres? Parce qu'à ma connaissance, l'association n'a pas répondu. Il faudrait déjà s'adresser à. Qu'est-ce qu'elle doit répondre, à votre avis? C'est à eux qu'il faut poser la question. Moi, je pense que on peut effectivement les accompagner, comme ça a été fait. Donc, avec le frère Paul Adrien, mais je pense d'autres. Mais il faut aussi comprendre que ce caractère propre, c'est unique, c'est une fois par an. Il y a plein d'autres pèlerinages en France qui sont magnifiques, dont le Frat, par exemple, et qui permet aussi d'accompagner des jeunes. Je pense que... il y a plusieurs... Donc elle ne doit pas transiger là-dessus. Je me permettrai pas de répondre à leur place. Non, très clairement, je suis pas là. À votre avis, la nature de la réponse serait plutôt de cet ordre-là. On essaie de comprendre ce qui pourrait être la réponse. Je pense que eux ne comprennent pas ce soudain, cette soudaine demande à quelques jours, même si ça fait quelques mois, et puis qui est arrivé tard, le 22 mai. Qui est arrivé tard, et puis qui aussi remonte. Alors en fait, ça remonte à avant la mort du pape François et le nouveau pontificat. C'est pas mal la transition. Oui, d'après. Je vous laisse le micro, Marie. Non. Mais je pense que tout ça vient aussi, et là il faut quand même le dire, d'une application, de l'esprit de l'application de Traditionis Custodes, qui, à mon sens, a vraiment divisé de façon inutile, alors qu'il y avait, pour le coup, de réels échanges dans les paroisses. On en connaît de prêtres traditionnels qui viennent confesser dans les écoles, etc., dans les diocèses, et des prêtres diocésains qui viennent prêcher, qui viennent célébrer les messes. Donc tout ça, ça existait déjà. Pourquoi créer ce truc-là ? Je comprends pas. Question posée par Marie d'Armagnac. Réponse en 2 minutes d'Henrik Lindell. Oui, exactement. Et ce pèlerinage, les débats qu'il y a maintenant, aujourd'hui, autour selon quel rite est-ce qu'on peut célébrer, etc. Ce débat, qui je trouve extrêmement malheureux, entre parenthèses, parce qu'on est en train de casser je le dis un peu vulgairement, mais on est en train de casser une bonne ambiance, en fait. Parce que ce qui a été produit, ce qui produit là, à Chartres, à la Pentecôte, est magnifique. La grâce en action. Voilà, c'est ça. Et chrétiennement, je le dis, et moi je ne suis pas du tout issu de cet univers-là. Vous savez, je suis issu du monde protestant et je ne suis pas du tout traditionnaliste, mais moi aussi je suis personnellement émerveillé par ce que font ces personnes-là et ces organisateurs. Et je veux dire, franchement, je me demande, mais comment arrive-t-on à mener des polémiques mais dont on voit pas l'issue, dont on voit pas l'issue, et qui sont, pour moi, là c'est moi qui, avec mon univers, mais qu'est-ce que ça peut leur faire si c'est selon ce rite-là dans le christianisme oriental, dans le catholicisme oriental, il y a plusieurs rites différents. J'ai entendu dire hier que ça leur fait un peu marrer, quoi. Parce que justement, comment est-ce possible qu'on n'arrive pas à accepter qu'il peut y avoir différents rites? Maintenant, tout ce débat-là intervient après le motu proprio du pape. Et je voudrais vraiment souligner devant nos... Très rapidement, Henrik. Oui, parce que nous, cette semaine, donc, ma collègue Sixtine Chartier a fait une très belle enquête qui sort aujourd'hui autour de cette querelle, cette vaste querelle en fait entre traditionnalistes et non traditionnalistes. On y revient dans un instant, Henrik Lindell, en parlant aussi bien sûr du pape Léon XIV qui a retenu notre attention autour donc d'Henrik Lindell et de Marie d'Armagnac dans un instant après les infos de 9h30. Je pense, donc j'agis, Melchior Gormand. Les rêves intriguent depuis toujours. Porteurs de symboles, ils semblent refléter nos pensées les plus profondes à travers un langage mystérieux. Entre science, spiritualité et psychanalyse, leur interprétation ouvre une fenêtre sur l'inconscient. On en parle ce jeudi dans Je pense, donc j'agis. Rendez-vous dès 10h. Écologie et spiritualité, un nouvel élan. 10 ans après la publication de Laudato Si, le pape François s'est éteint, laissant un héritage mêlant spiritualité et écologie. À l'occasion de cet anniversaire, la Croix explore les prises de conscience qu'a suscité cette encyclique dans les comportements et les choix de vie. Pendant 2 semaines, la Croix tente de répondre à plusieurs interrogations sur les enjeux écologiques et l'avenir de l'écologie intégrale.
Écologie et spiritualité, un nouvel élan, un dossier de la Croix, disponible dès maintenant dans le quotidien et l'hebdomadaire chez votre marchand de journaux. Bonjour, c'est Bruno Courtois, directeur de RCF Notre-Dame. Comme moi, vous avez été ému et heureux de découvrir le visage de notre nouveau pape Léon XIV. À Rome, à Paris, à Lyon et dans toutes les radios du réseau, nous sommes mobilisés pour décrypter pour vous et avec vous les enjeux de l'Église, les chantiers à venir et toutes les raisons d'espérer. Soutenez-nous financièrement et n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. C'est important car plus que jamais, la voix des radios chrétiennes est attendue. Envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet à Paris dans le 14e ou via notre site ou notre application. Merci beaucoup. Radio Notre-Dame, restez avec nous. À 9h30, un point sur l'info. Cécile Mérieux, bonjour. Bonjour. Le président brésilien en visite d'État en France. Cette visite vise à renforcer les liens stratégiques entre les deux pays. Une douzaine d'accords de coopération devraient être signés dans les domaines de l'environnement, de la technologie, de la défense, de l'énergie et de la santé. Seront également abordées les crises internationales ainsi que l'accord de libre-échange Mercosur, auquel Paris est fermement opposé dans sa version actuelle. Les corps de 2 otages détenus par le Hamas ont été ramenés en Israël lors d'une opération spéciale. C'est ce qu'annonce le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Sans surprise, les États-Unis ont mis leur veto hier sur le projet de résolution de l'ONU. Son Conseil de sécurité est de nouveau empêché de réclamer un cessez-le-feu et l'accès humanitaire à Gaza. Suite de l'élection pour un nouveau premier secrétaire du Parti socialiste. Les militants devront départager les 2 prétendants au poste entre Olivier Faure et Nicolas Maillère-Rossignol. Les près de 40 000 adhérents sont invités à voter entre 17 et 22 heures. Le résultat sera rendu tard dans la nuit. Le Parlement supprime le vote par correspondance des détenus pour certaines élections. Les parlementaires ont estimé que le système actuel pouvait faire basculer le résultat de communes ou circonscriptions avec lesquelles les prisonniers n'ont aucun lien. La gauche dénonce un texte politicien à moins d'1 an des municipales. Suite du dossier de la réforme des retraites, à l'occasion de leur niche, les élus communistes ont décidé de remettre au menu de l'Assemblée l'adoption de la réforme des retraites par 49.3. Plus de 2 ans après sa promulgation et à quelques jours de la fin des travaux du conclave des partenaires sociaux, censés y réfléchir de nouveau. Et enfin, on termine par un tour à Roland-Garros où la surprise française continue son ascension. Loïs Boisson est en demi-finale. La Dijonnaise de 22 ans, classée 361e mondiale, a battu hier la Russe Mira Andreeva, numéro 6 mondiale. Elle rencontrera aujourd'hui l'Américaine Coco Gauff en demi-finale. Merci Cécile Mérieux. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. En présence de Marie Darmagnac et d'Henrik Lindel, tous 2 journalistes. On parlait du pèlerinage de Chartres, pèlerinage de Pentecôte et de la polémique autour de l'idée de savoir si la messe en rite actuel pourrait être acceptée ou pas. Vous avez donné des éléments de compréhension. On va glisser doucement vers le pape Léon XIV parce que le pape Léon XIV représente peut-être une porte de sortie, en tout cas pour essayer de comprendre dans un esprit de communion ce qui pourrait advenir de cette question. Le pape Léon XIV ne s'est pas prononcé sur le sujet, mais il a envoyé quelques signes de recentrage par rapport au pape François. Pour faire la transition, peut-être, Henrik Lindel, d'abord évoquer le reportage dont vous vouliez parler justement dans les pages de la vie, et puis ce que vous attendez du pape Léon XIV, peut-être de ce point de vue, et puis d'autres questions qui se posent à partir de lui. Non, je voulais juste dire que La Vie donc, publie cette semaine une enquête faite par ma collègue Sixtine Chartier sur la question, sur la vaste question en fait, autour qui est autour du traditionnalisme catholique et les défis, au sens positif, qu'il lance en quelque sorte aux autres, parce qu'il est dynamique, il évangélise, il transmet la foi. Il y a une plus grande pratique religieuse chez les tradis que chez les autres. C'est une minorité extrêmement créative, comme dirait Benoît XVI. Je dis ça avec un clin d'œil. D'autant plus que Benoît XVI, il avait une ligne plus libérale, en fait, à l'égard des traditionalistes. Et en même temps, les traditionalistes, on pourrait dire qu'ils sont dans une sorte d'exclusivisme liturgique ou rituel. Beaucoup d'entre eux mettent en cause ouvertement le magistère conciliaire.
Et ils discutent, ils veulent qu'on débatte encore de ça, alors que c'était il y a quand même très longtemps maintenant, le Concile Vatican II. Ils cultivent parfois une culture de kibbutz. Et je dis, c'est parce que c'est ce qu'on dit d'eux parfois, et je pense que c'est parfois vrai, pas pour tous, mais c'est vrai pour certains, je pense. Et on peut même parler d'un certain archéologisme liturgique, les concernant. En tout cas, et c'est tellement important pour eux qu'on se demande, mais est-ce qu'on peut aussi parler des Écritures, de la Bible, de Jésus, est-ce qu'on peut sortir un peu de ce débat sur le rituel? Bon, alors, et justement, un des problèmes vient maintenant, non pas de cette querelle, ces questions de fond, mais du motu proprio du pape François de 2021. Et ça, moi, ce qui me frappe en lisant encore une fois l'enquête de ma collègue Sixtine Chartier cette semaine dans La Vie, c'est que beaucoup de gens mettent ouvertement en cause ce motu proprio. On entend des évêques qui sont critiques par rapport à ce motu proprio. Parce que quand vous dites Léon XIV, il y a une attente, qu'est-ce qu'il va faire? En fait, oui, qu'est-ce qu'il va faire par rapport à un texte de son prédécesseur? Mais on ne peut pas lui faire dire ce qu'il n'a pas encore dit. Oui, non, mais simplement, c'est difficile pour un pape de dire le contraire de ce qu'il vient de dire le pape. Le pape François l'a fait. Pourtant, le pape François l'a fait, oui. Le pape François l'a fait. Avec tout à fait, il l'a fait, oui. Oui, il l'a fait, avec le résultat qu'on connaît. En plus, et le pire, j'ai envie de dire, parce que moi j'ai toujours été critique par rapport à ce mot de propos, et je l'assume totalement, et ça ne va pas forcément plaire à tout le monde de l'entendre, mais moi je le dis franchement, ce texte-là n'était manifestement pas bon, d'autant plus qu'il était perçu comme punitif à l'égard des traditionalistes les plus ouverts. Parce que, souvenez-vous, le pape François a fini par assouplir un peu sa propre position, mais par rapport aux traditionalistes les plus affermis, les plus durs, dirait-on. Qui marchent dans l'autre sens, faut-il le rappeler, entre Chartres et Paris. Donc il y a des traditionalistes plutôt ouverts, pour ne pas les citer à Toulon, dans le Var, par exemple, qui ne savent plus ce qu'ils vont faire, puisqu'ils n'ont pas le droit de célébrer la messe selon le rite ancien, alors qu'ils n'ont cessé d'être accueillants à l'égard justement vraiment de faire preuve. Ils sont missionnaires. D'ouverture, d'esprit missionnaire en effet, et d'être accueillants et généreux, etc. Et donc il y a une amertume, il y a aussi peut-être aussi un phénomène, j'allais dire, quand je dis phénomène victimaire, je pense qu'il y a des vraies victimes en fait dans cette affaire-là, mais ça permet aussi aux traditionalistes les plus durs de cultiver ces phénomènes victimaires, et pour une minorité comme celle-là, c'est pas forcément ça non plus. Non, ce qui est sûr, Marie c'est d'Armagnac. Là où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie. Donc voilà. Mais après, on peut pas reprocher à des gens de se sentir. C'est difficile de reprocher une sensation d'être des victimes quand on l'est réellement, parce que ce motu proprio traditionis custodes qui quand même vient complètement contre ce qu'avait fait Benoît XVI en 2007, avec les fruits vraiment positifs qu'on connaît. Et c'était quand même effectivement ce que vous disiez, une question un aspect très punitif. Mais après, vous pensez que Léon XIV peut en sortir ou pas? Sortir de ça, ce qui va s'intéresser à ce dossier, Marie d'Armagnac. Il y a beaucoup de dossiers sur la table. Parce que et ce n'est pas un dossier prioritaire. En fait, je ne sais pas si c'est pour lui un dossier prioritaire. Ce qu'on voit, c'est que le pape Léon XIV a une personnalité quand même très différente, parce que il y a beaucoup de la personnalité aussi des papes. Il a une personnalité très différente, ce qui ressort de ses par exemple sa première homélie aux cardinaux, la première homélie de conclusion du conclave. Elle est extrêmement spirituelle. Il prend les choses par le haut. Elle recentre sur le Christ. Ses premiers mots, c'est sur la paix, mais la paix. La paix dans le Christ, en fait. Et même jusqu'à ce qui m'a quand même assez bluffé, il a appelé Vladimir Poutine hier. Et les mots pour parler de la paix, c'est de dire, nous avons, pas Poutine, mais la Russie, nous avons des valeurs chrétiennes communes, les orthodoxes et les catholiques, etc. Appuyons-nous sur ces valeurs chrétiennes pour fonder la paix. Donc, en fait, il prend les choses, je pense, d'une façon
ni binaire ni frontale, mais rigoureuse, parce que c'est quand même un canoniste, rigoureuse malgré tout, et d'une façon extrêmement douce, apaisée et surtout extrêmement spirituelle. Moi, c'est ce qui me frappe. C'est le Christ au centre. Et alors, je ne sais pas si c'est un recentrage, c'est un recentrage sur le Christ. Et ça, c'est du baume au cœur, parce que pour tous les catholiques, y compris les plus conservateurs, honnêtement. Henrik Lindell, c'est votre avis? Léon XIV parle beaucoup de l'unité. C'est dans sa devise même du pape, faire l'unité. Et je pense qu'on a besoin de lui en France. Ce que j'appelle la querelle autour du traditionnalisme existe ailleurs, existe notamment aux États-Unis. C'est un pays que le pape Léon XIV connaît très bien. Mais ça n'existe pas forcément partout. Il y a des pays où ça se passe plutôt bien. Je connais un pays qui s'appelle la Suède, donc où justement on a un évêque. Mais un cardinal quand même, donc qui est très intelligent et qui a réussi. Je ne sais pas comment il a fait, mais en Suède ça se passe très bien autour de cette question-là, parce que nous aussi on a des traditionnalistes, alors qu'on est très peu nombreux par ailleurs. Mais aux États-Unis, oui, il y a besoin d'intervenir de la part de Rome, parce que c'est très polémique et conflictuel, ça pose plein de problèmes dans plein de diocèses, aux États-Unis aussi. Et donc, il y a un besoin, bien sûr, que le pape intervienne, de toute évidence. Oui. Mais ne serait-ce que pour apaiser les choses, parce que là, en France, puis aux États-Unis, il y a des messes qui sont tout d'un coup interdites, des apostolats, des prêtres à Valence, là, en France, donc qui vont être remplacés, mais quasiment du jour au lendemain par des prêtres diocésains. Mais parce qu'ils sont suspectés, Marie d'Armagnac, sont suspectés de ne pas tout à fait jouer le jeu de la communion avec le diocèse. Alors à ce moment-là, c'est ça la question, et de créer des paroisses à côté d'autres paroisses. C'est ça l'argument, en tout cas. On crée quand même des suspicions. Il faut voir qui est mis en avant. Je veux dire, le rite, Benoît XVI le disait, n'a jamais été interdit dans l'Église, et il faut voir aussi. Il faut faire attention à ça, parce que l'Église est quand même pas non plus dans une santé excellente en termes de démographie. Et il faut voir que ces messes traditionnelles sont très jeunes. Sont très jeunes. C'est une partie de l'avenir de l'Église. C'est quand même une clé d'explication de ce qui reste de vitalité dans l'Église, même si ça n'est pas la seule, même s'il y a évidemment d'autres communautés. C'est pas ça qu'on met en... C'est pas parce qu'on dit une chose qu'on ne dit pas l'autre. Mais si vous voulez, on peut pas se priver comme ça, puis de façon blessante, et que les gens souffrent honnêtement. Moi, j'ai vu dans des... Si vous voulez, on peut dire... Et vous l'avez dit en off, il y a un côté très social, etc. Voilà, très bien. Mais ça, c'est en région. Oui, mais ça, c'est en région parisienne. Excusez-moi, mais c'est en France, parce qu'on a l'impression qu'on a un cas français. En province, non. Ah non, en province, vous avez de tout, et heureusement. Mais vous avez un cas c'est représentatif de la population française catholique. Mais je disais tout à l'heure, le dossier n'est peut-être... Parce que vous avez dit tout à l'heure, le pape Léon XIV va s'intéresser à l'Occident davantage. Je pense, et peut-être à la France. En tout cas, il a déjà écrit aux évêques français. Il a envoyé le cardinal Sarrat pour les festivités à Auray. Le cardinal Bustillo. Voilà, le cardinal Bustillo. Donc on voit qu'il y a des gestes qui ont été posés à l'égard de la France qui sont forts. Il a parlé des centenaires de la canonisation du curé d'Ars, Sainte-Thérèse de Lisieux, Saint-Jean-Hugues, etc. On voit qu'il y a des efforts qui sont faits pour aboutir à quoi? C'est-à-dire, à votre avis, quelle est son intention par rapport à la France? Et on a l'impression qu'il y a un cas français qui n'existe pas. Alors il y a le cas allemand qui est un autre cas, on pourrait décliner selon les cultures bien sûr, mais en France il y a une sorte de particularisme quand même, non? En tout cas sur la question qu'on a abordée du pèlerinage de Chartres. Oui, non, mais ça c'est sûr. C'est sûr que sur la question par exemple du traditionnalisme, c'est quand même assez vivace en France. C'est une partie des ordinations françaises chaque année, une bonne partie, etc. Mais pourquoi est-ce que c'est si fort en France en fait? Parce qu'il y a eu de la transmission dans les familles, je pense. Parce qu'il y a eu, je sais pas. Mais la question se pose pas en Italie. Vous connaissez très bien l'Italie. On va en parler dans quelques instants. Effectivement, ça se pose moins en Italie parce que il y a une moindre vitalité démographique. Ça, c'est très clair. Et puis il y a si je puis dire, je pense qu'il y a eu moins d'excès en Italie après Vatican II. Et puis les Italiens sont ils sont proches du pape, mais sur le plan géographique, mais personnel presque. Ça fait partie du quotidien. C'est plus difficile. C'est pas non plus le tempérament des Italiens de taper du poing sur la table.
c'est pas leur tempérament. C'est quand même assez. Ça, je pense que c'est culturel. Après, c'est une question effectivement qu'il faudra que le pape dont le pape devra s'emparer. Il faudra qu'il voie aussi s'il est bien conseillé, secondé par ses cardinaux, par les cardinaux de Curie. Donc je pense que voilà, ce qu'on voit là, ce sont des premiers pas, ce sont des signes qui vont tous quand même dans le sens d'un apaisement et d'un vraiment souci d'unité. Effectivement, ce qu'il disait quand il a reçu les églises orientales, sur les liturgies orientales, en disant à quel point elles étaient belles et nécessaires. Ben voilà, voilà. Oui, on peut parler des maronites, des melkites, des gréco-catholiques, etc. Là, il n'y a pas de problème, quoi. Donc, c'est quoi le problème chez les latins, on pourrait dire donc, pas moi qui pose la question. Non, mais vous disiez, pourquoi en France aussi? Alors, il y a certains qui parlent... On peut mettre les pieds dans le plat, Henrik Lindell. Le problème, il est politique et identitaire. Vous le savez très bien. Non, pas seulement. Vous savez très bien, la suspicion à l'égard du traditionnalisme, c'est lié avec la politique. Oui, mais je pense qu'ils sont identitaires, mais quand j'emploie ce terme-là, je pense pas seulement au sens, je ne pense pas. C'est à l'instrumentalisation du religieux par la politique. C'est pas forcément péjoratif pour moi. Ils sont attachés à l'identité, ils ne cessent de le dire. Ils sont attachés à l'identité nationale, à l'identité, soi-disant, de la France, et pourquoi pas. Mais la France, c'est aussi le pays qui a envoyé le plus de missionnaires au monde. Il y a un peu plus d'un siècle. C'est catholique et français toujours. Ce pays-là, la France est un grand pays catholique historiquement. C'était probablement le pays le plus important dans l'Église catholique au milieu et à la fin du 19e siècle, je crois, sauf erreur de ma part. C'était le pays catholique le plus important au monde, en fait, et donc qui produisait logiquement le plus de missionnaires aussi. Mais ce pays a donné énormément de saints à nous, à l'Église. Donc, quoi de plus normal, quoi de plus normal. Et en plus, il y a aussi l'intégrisme avec le Monseigneur Lefebvre qui vient d'ici. Etc. Mais encore une fois, le problème existe aux États-Unis aussi. Il existe sûrement dans d'autres pays encore. Hein. Et non pas le problème, mais ce qui est extraordinaire avec le traditionnalisme français, c'est qu'il est missionnaire. Et l'Église a besoin d'un esprit missionnaire. C'est ça le problème aujourd'hui. Et le fait qu'on arrive à vouloir débattre autour de ce qu'il faut faire ou pas faire avec ces tradis qui poseraient problème, alors qu'il faudrait accueillir tout ce qui donne justement à l'Église. C'est ça je suis navré par rapport à ça. Et en même temps, je comprends parfaitement que les traditionalistes doivent aussi apprendre à faire des gestes. Mais quand on participe pas à la messe chrismale, par exemple, parce qu'on refuse de célébrer la messe selon le rite nouveau, et on en est où là? Enfin, donc ça, c'est une vraie question. Ça, c'est quand même une vraie question, et c'est même une grosse question, parce que là, on met en cause la communion, en fait. Donc, et les prêtres traditionnalistes qui refusent ça, il faut vraiment qu'ils se posent des questions. Et là-dessus, tout le monde est d'accord, bien sûr. Mais le texte motu proprio a allumer une mèche qu'il ne fallait pas rallumer, en fait. Et on verra s'il y a une méthode Léon XIV. Il fallait juste pas la rallumer, quoi. On verra s'il y a une méthode Léon XIV, Marie d'Armagnac. Voilà, justement, ce que je voulais dire, c'est que moi, la situation de l'Église de France, du catholicisme, pas l'Église de France, du catholicisme en France aujourd'hui et dans la société, ça fait penser un petit peu au 19e siècle, après la Révolution. C'est quand même un peu un champ de ruines. Et on a lancé des grandes missions en France, donc en Occident, donc dans une des patries, dans la fine Église. C'était quand même ça, pour reprendre ce que vous disiez. Moi, je pense que le pape Léon XIV peut, et je pense qu'il va s'y intéresser parce qu'il est extrêmement missionnaire. Ça fait partie de son ADN et puis de sa vie de prêtre. Mais on peut relancer ce genre de choses, et je pense que les traditionnalistes et ce genre de pèlerinage ont tout à fait leur place. Et on l'a montré, ça, si vous voulez, ça le montre. Et donc, il ne faut pas les mettre à l'écart et prendre les choses par le bas, créer des querelles, oui, mais des souffrances, en fait. Des souffrances, parce que les traditionnistes sont quand même profondément catholiques. En tout cas, ça sera pour le pape quelque chose d'un
qui requerra de sa part une certaine méthode, comme je le disais à l'instant, et il y a la manière dont si les choses s'enclenchent, parce que ce n'est pas sûr qu'il revienne non plus sur ce que son prédécesseur a décidé. Il y a beaucoup de sujets, il a beaucoup de dossiers sur la table. Mais oui. en tout cas, c'est un sujet qui requiert beaucoup de diplomatie. Donc la question de la diplomatie sera sans doute prédominante dans ce dossier. On va passer à l'Italie à présent, si vous le voulez bien. Et Emmanuel Macron et Giorgia Meloni qui se sont rencontrés à Rome, un long tête-à-tête qui nous amène à discuter de questions un petit peu plus politiques à présent entre les deux représentants respectivement donc de l'Italie et de la France qui ont affiché leur engagement commun, leur convergence forte, mais ça c'est un petit peu les éléments de langage classiques pour le coup de la diplomatie. Chacun susurre à une oreille du président américain, le français sur l'Ukraine, l'italienne sur les droits de douane, tout le monde joue un petit peu sa partition. À voir à quoi correspondait cette rencontre entre les deux personnes qui se connaissent quand même déjà, C'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron et Giorgia Meloni s'entretiennent. Non, ce n'est pas la première fois, mais c'est le premier voyage officiel. C'est-à-dire que c'est la première fois que le drapeau français a flotté sur le palais Chigi, qui est le siège de la présidence du Conseil. Pourquoi ? Ils s'étaient déjà rencontrés rapidement en 2022, une autre fois, mais c'était des occasions, c'était des rencontres à l'occasion de sommets, etc. Il y a eu, de la part de la France vis-à-vis de l'Italie, et singulièrement de ce gouvernement depuis son arrivée au pouvoir en 2022, une série de petites phrases arrogantes, très condescendantes. Elisabeth Borne qui a dit, fait savoir à Giorgia Meloni publiquement dès son élection qu'il serait très attentif au respect des droits humains. Donc si c'est pas de l'ingérence, je ne sais pas ce que c'est. En Italie, et une série de petites vexations. Par exemple, le G7 qui avait été organisé, je crois que c'était l'année dernière, dans les Pouilles, qui a été une réussite sur le plan de l'organisation, parce que les Italiens, quand ils veulent s'en donner la peine, organisent les choses magnifiquement. On l'a vu au moment du conclave, de l'enterrement du pape, etc. Dans ces cas-là, ça se passe... dans les grandes choses, ils sont très forts. Et puis, donc c'était organisé vraiment au petit... et il y a eu quand même Emmanuel Macron qui a fait dérailler, qui a fait un mini-sommet à part d'une heure. Il est arrivé 1 heure en retard pour une séance de discussion du G7, sans prévenir. C'est d'une grossièreté sans nom. D'où, après, vous savez, il y a cette fameuse image où on voit qu'il serre les mains et il y a Giorgia Meloni qui était plus que crispée, qui le regarde comme ça et qui desserre à peine les lèvres. Mais il faut voir si vous voulez, c'est je t'aime moi non plus un peu. C'est je t'aime moi non plus. Il y a eu quand même une série de il y a eu Darmanin qui les a critiqués au moment quand ils ont refusé qu'un des bateaux de migrants à bord pour la 9e fois en Italie. Il a été dérouté vers Toulon. Il y a quand même beaucoup de choses qui ont été dites d'une façon assez vexante. C'est un sport français de vexer les Italiens un peu. Mais c'est un sport français d'un peu de vexer les étrangers quand même. Les Français vis-à-vis des étrangers sont peut-être plus conscients de leurs atouts que de leurs faiblesses, et c'est un peu dommage. Et là, alors moi j'ai vu ça comme cette rencontre a eu lieu à la demande de la présidente, à la demande de l'Élysée. Donc ça, c'est intéressant. C'est Emmanuel Macron qui s'est dit bon, maintenant il faut aller la voir. Il est vrai aussi que Giorgia Meloni, depuis son élection, s'est taillé un peu un rôle sur mesure au sein des dirigeants de l'Union européenne. Elle a redonné une vraie visibilité internationale à l'Italie. Et donc une certaine fierté, parce que la fierté nationale, ça n'est pas que de la droite italienne, c'est sur tous les Italiens, je peux vous dire. Donc voilà, elle a redonné un certain lustre à la place de l'Italie, notamment dans le rôle de la Méditerranée centrale. Elle a aussi repris... elle a des relations avec l'Algérie, par exemple, que la France n'a plus. Elle a des bonnes relations avec la Libye, avec l'Égypte. Donc c'est sûr que... Emmanuel Macron venait-il la voir pour ça, justement? Je me demandais s'il n'y avait pas ces dossiers-là. Je pense qu'il y a une volonté de faire une trêve, en fait, parce que les dossiers sur la table, il y a... les plus brûlants, c'est les droits de douane et l'Ukraine, en fait. Oui. Les droits de douane, il va falloir... Alors, Meloni est celle en Europe qui, je pense, peut la plus à l'aise pour traiter avec l'administration Trump. C'est elle qui a déjà réussi à faire se reparler Ursula von der Leyen
et Trump, notamment à l'enterrement du pape François et surtout à la, après la messe d'intronisation, où il y avait beaucoup de chefs d'État. Enfin, Trump n'était pas là, mais bon. Donc elle joue le rôle et elle veut le jouer, ça, elle se le revendique, le rôle de pont un peu entre les États-Unis, même si c'est fragile, hein, parce que en face on a une Trump qui est assez, qui pratique la diplomatie, qu'on pratique le deal, donc à coup de pression. Donc c'est un peu particulier, c'est pas très facile. Et voilà. Allez, Henrik qui va vous répondre et puis je poserai une question encore. Bon, allez-y. Henrik. Je me demandais si elle prenait pas la place un peu d'Emmanuel Macron quand si, même. Bien sûr, parce qu'on est dans on peut parler de contenu d'une part et on peut parler aussi de symbolique d'autre part. Bien sûr, c'est symboliquement, Giorgia Meloni représente cette croissance, cette montée de différents mouvements de droite nationaliste, de droite souverainiste, de droite pas toujours si souverainiste que ça en fait, d'extrême droite aussi. Toutes sortes de droites qui montent partout en Europe. Elle est un peu on va dire la représentante de ces différents mouvements. Et en même temps, elle évolue sans cesse vers de plus en plus de pragmatisme, puisqu'elle veut être le leader, en quelque sorte, de l'Europe, parce que l'Europe a besoin d'avoir un leadership. Et jusqu'à présent, c'était plutôt Macron qui pouvait prétendre à ça. Vous pouvez avoir l'image que vous voulez ici en France d'Emmanuel Macron, mais au niveau européen, il a longtemps resté quelqu'un qui incarnait l'Europe en fait, d'autant plus qu'il était jeune, il était beau et ça peut vous faire rire, hein, mais j'entends ce genre de réflexion quand je vais ailleurs qu'en France et il a pris plein d'initiatives, il est très cohérent sur l'Europe, il n'a pas été cohérent en France mais il est très cohérent sur l'autonomie européenne par exemple, et notamment militairement et donc, il est en perte d'influence, de vitesse, etc. Il va bientôt partir. Donc, est-ce que Macronie va prendre un peu Mélanie, pardon. Macronie, plutôt. Ça, il faut le noter. Il y a Macaroni aussi, Macronie. Est-ce que Mélanie va prendre le leadership symbolique, en quelque sorte? Maintenant, parlons du contenu. Que dit Giorgia Meloni? Alors, sur déjà les droits de douane, elle peut dire des choses, bien sûr, à Donald Trump, mais je vous rappelle quand même que la politique commerciale est européenne. On ne peut pas négocier ces choses-là bilatéralement. Friedrich Merz en Allemagne aura son mot à dire, et les Français, enfin tout le monde aura leur mot à dire, et ça c'est décidé au niveau européen de cette politique commerciale, parce que c'est de cela qu'on parle. Sur l'Ukraine, tout le monde, je veux dire, on a dit beaucoup de choses sur la ligne de Meloni sur l'Ukraine. Il y a une vraie différence. Oui. Il n'y a pas beaucoup de différence en fait entre la ligne de Meloni et de Macron et de Merz et j'en passe. Mais il y en a une. Oui. Elle ne veut pas envoyer des soldats italiens en Ukraine. Mais pour le reste, elle est tout à fait pour l'Ukraine. Et ça, ce qui la distingue d'ailleurs parfois dans cet univers souverainiste, nationaliste, mieux vaut qu'elle n'envoie pas de soldats italiens d'ailleurs. Et j'en passe. Et ça, c'est pas le propre de l'Italie, parce qu'il y a beaucoup de forces politiques, notamment Matteo Salvini, que vous connaissez bien, puisque vous avez écrit un livre sur Salvini, et qui est très pacifiste entre guillemets, et quelque chose qu'il partage d'ailleurs avec beaucoup de forces plutôt de gauche en Italie, voire même au sein de la démocratie chrétienne. Et donc Meloni, elle en fait, elle est devenue plus proche en fait de Macron et de Merz et j'en passe là-dessus. Donc elle a beaucoup évolué là-dessus. Et je pense que Paris reste quand même moteur quand il s'agit des initiatives par rapport à l'Ukraine et aussi par rapport à des enjeux autres. Par exemple, il y a eu un sommet sur l'IA à Paris, non pas à Rome. Ou à Berlin. Est-ce c'est ma dernière question, on doit se quitter malheureusement. Est-ce que le couple franco-italien remplace un peu le couple franco-allemand? Parce qu'on a l'impression quand même que Friedrich Merz, l'étoile Merz fonctionne moins bien que l'étoile Meloni. Le couple franco-allemand, ça a toujours été quand même un peu au détriment du côté franco du couple. Et le couple franco-italien, alors existe déjà avec le traité du Quirinal, etc. Il y a des tas d'échanges, mais gagnerait, je pense, à être développé absolument pour qu'il y ait un véritable équilibre des forces. Merci à tous les deux. Merci Marie Darmagnac, journaliste, et Henrik Lindel, journaliste également à l'hebdomadaire La Vie. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à bientôt pour un prochain débat du jour.